tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Artémis. Qui est Artémis? Artémis fait partie de la mythologie grecque et souvent elle est associée à une femme qui est sauvage, qui est la représentation de la lune et qui est représentée avec une biche. Je vais essayer d'éclairer dans cette petite vidéo ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi est-elle si importante. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, si on étudie un personnage qui fait partie de la mythologie grecque, comme Artémis, on doit savoir un tout petit peu sur le mythe et le culte. Souvent on oublie le culte. Qu'est-ce que c'est le culte? Le culte tout simplement c'est comment va-t-on faire pour animer Artémis. C'est-à-dire par exemple il y a une épidémie, on veut calmer l'épidémie, combien de sacrifices doit-on faire pour que l'épidémie se calme? Le culte et le mythe sont deux choses qui vont ensemble. Deuxième chose qui est très importante aussi à savoir, c'est qu'elle était très vénérée un peu partout. On la retrouve pas aussi souvent dans la littérature, mais dans le niveau de la vénération, elle est extrêmement importante. Elle était vénérée de l'Afghanistan jusqu'au Portugal, c'est-à-dire de l'Orient jusqu'à l'Occident, et c'est un lieu très étendu. Deuxième chose, au niveau de temps, la première référence date de 16 avant Jésus-Christ sous les Mycéens jusqu'à 5 après Jésus-Christ, ça veut dire l'ère des chrétiens, ça veut dire qu'on l'a vénéré plus que 1500 ans de l'Orient à l'Occident. Je pense que c'est pas mal pour une déesse. Maintenant, la question qu'on doit aussi se poser et qui est très importante, l'origine de la déesse. Eh ben, c'est une question à laquelle on ne peut malheureusement pas répondre. Parce que ça n'a pas de sens. Je m'explique. Une déesse n'a pas un vrai commencement. C'est-à-dire, une déesse peut devenir plus importante, elle peut être écrasée par une autre déesse, parce qu'elle fait partie d'un panthéon. Un panthéon est exclusif et pas inclusif, c'est-à-dire qu'il peut à chaque fois changer. Je m'explique avec un exemple très simple. Paris se bagarre contre Marseille. Paris vénère Artémis, Marseille vénère Athéna. Paris et Marseille vont se confronter et Paris gagne. Donc, dans le panthéon de Marseille, on va mettre Artémis tout à fait comme la personne le plus importante et Athéna va descendre un tout petit peu dans les grades. Imaginez une autre chose. Paris et Marseille font un match nul. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est-à-dire que Athéna va prendre les attributs d'Artémis et Artémis va prendre les attributs d'Athéna. Autre chose, imaginons que la bataille se passe à Clermont-Ferrand. Et il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vénérer peut-être à Clermont-Ferrand Athéna Artémis. C'est-à-dire qu'elle va avoir un double nom. Donc chaque déesse peut évoluer, peut dégrader, donc c'est très difficile à répondre sur cette question. Par exemple, un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple Athéna. À un moment, quand les Athéniens ont gagné, ont vaincu, on l'a appelée Athéna Niké. Pas Niké de Niké, mais Niké qui veut dire victoire. Et donc, du coup, ça devient une déesse qui va symbioser avec la autre déesse qui s'appelle Niké. Mais dans des autres villes en Grèce, vous allez trouver une Athéna qui est complètement différenciée d'un Niké. Et tu vas trouver aussi une Athéna qui a des autres attributs dans une ville de Grèce que dans une autre ville. Donc c'est très compliqué à répondre sur cette question. Mais nous allons quand même essayer de la répondre. Et la première représentation on peut dire d'Artémis, c'est l'Artémis d'Éphèse. Alors quand vous trouvez une Artémis d'Éphèse, souvent elle est représentée avec plusieurs boules, et les boules, on a toujours cru que c'est la représentation des saints, les saints qui représentent la fertilité. Le malheur, c'est qu'on a retrouvé ces boules aussi sur des hommes, donc ça ne peut pas être des saints, et finalement on a découvert qu'est-ce que ça peut être chez les Hittites, un peuple qui faisait partie de l'Asie. On a retrouvé que c'est des cursas, qui est un sac magique. Donc quand vous voyez une Artémis d'Éphèse, vous voyez elle est toujours représentée avec plusieurs boules. Deuxième chose, à quel moment nous avons retrouvé cette Artémis d'Éphèse? On l'a retrouvée 16e siècle avant Jésus-Christ dans les écritures qui s'appellent la linéaire B. C'est une écriture grecque qui a été faite en terre cuite. Normalement, elle a été brûlée, mais parfois, par miracle, on en retrouve quelques-uns qui ont survécu à les destructions. Alors, autre chose qu'on peut se poser, qui serait la déesse qui a influencé cette Artémis?
Moi, honnêtement, je pense que c'est Cybèle. Cybèle en Orient a un tout petit peu les mêmes attributs que Artémis. Le grand problème, j'ai dit, c'est que Artémis peut faire partie de milliards et des milliards de racines. Donc, comme je vous ai dit, c'est une question qui est très difficile à répondre et il n'y a aucune déesse qui commence de point zéro. Peut-être les Sumériens qui sont une des premières civilisations, mais on ne connaît pas la civilisation qui est inférieure aux Sumériens. On dit que les Sumériens, c'est la représentation, comment dire, c'est la première civilisation qui a inventé l'écriture avec les Égyptiens. Après, on ne connaît pas vraiment ce qui s'est passé avant eux. Continuons l'histoire. Maintenant, on a quand même une petite explication sur la mythologie. Maintenant, on doit comprendre ce personnage. Qui est ce personnage? Alors, ce personnage est la fille de Zeus et de Leto. On pourrait dire que c'est la sœur ou la jumelle d'Apollon. Et une chose qui est très particulière à elle, c'est qu'elle représente la jeunesse éternelle. Elle est la seule déesse qui reste enfant, parce qu'elle reste vierge jusqu'à la fin de sa vie, c'est une représentation. Et deuxième chose qui est très important, c'est la seule déesse qui va naître comme enfant. Les autres déesses sont souvent nées, sont toujours nées, comme adultes, comme Athéna qui sort de la tête de Zeus, etc. etc. Mais c'est la seule déesse qui naît comme enfant et qui a des représentations comme enfant. Vous la voyez dans certaines sculptures qui est représentée comme un enfant de 4 à 5 ans. Donc c'est extrêmement rare. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, pourquoi est-elle représentée toujours comme enfant? Déjà première chose, parce qu'elle va être vierge jusqu'à la fin de la vie, donc ça a du sens. Et deuxième chose qui est très très important, c'est que certains historiens prétendent que c'est la même vie que la société des êtres humains. Je m'explique. Les hommes d'abord, les femmes en deuxième plan et les enfants sur le troisième plan. Moi, honnêtement, je ne partage pas cette thèse parce que tout simplement, ce qui se passe en Olympe, on ne peut pas faire la même chose sur la Terre. Je m'explique. J'ai pas vu beaucoup de femmes dans cette époque-là qui se représentent comme Athéna. Deuxième exemple, les enfants sont extrêmement forts. Je vous donne un exemple. Artémis s'assit à un moment sur un cyclope, lui arrache la peau. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont si forts que cette Artémis. Et troisième chose, et la plus importante, je ne crois pas que les hommes se représentent comme Zeus, parce que Zeus viole tout et tout le monde et pratique l'inceste. Et on sait qu'à cette époque-là, dans l'Antiquité, que l'inceste est interdit. Donc du coup dire que c'est expliquer la société des êtres humains qui est la même société dans le monde Olympe, je pense que ça n'a aucun sens. Maintenant expliquons un tout petit peu une histoire mythologique d'Artémis, très important. Alors chaque déesse c'est toujours représenté avec un groupe, c'est-à-dire qu'il y a un groupe pour Poséidon, il y a un groupe pour Zeus, il y a un groupe un peu pour tout le monde. Ce qui est très important, c'est que Artémis a des nymphes qui travaillent pour elle, et donc ces nymphes sont obligées de faire preuve de chasteté, c'est-à-dire qu'elles doivent rester vierges jusqu'à la fin de la vie. Il y a une certaine nymphe qui est d'une extrême beauté, qui s'appelle Calista, et cette Calista, alors elle est très importante, parce que c'est la plus belle, elle va rencontrer un dieu qu'on ne préfère pas de rencontrer. C'est Zeus. Et comment Zeus va rencontrer Calista? Tout simplement, il va se transformer en Artémis. Calista, elle va avoir entièrement confiance et Zeus va violer Calista. Malheur pour Calista, elle va avoir un enfant. Artémis va voir que cette Calista a un enfant, donc elle est expulsée du groupe parce qu'il fallait faire preuve de chasteté. Elle va accoucher de son enfant et Héra va voir que Calista a eu un enfant de Zeus. Et donc, du coup, vous savez que Héra, c'est la jalouse. Elle est à chaque fois jalouse, à chaque fois que Zeus fait tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, elle décide donc de transformer cette Callisto en ours. Donc, c'est vraiment plus une nymphe qui est très belle. Et à 15 ans, cet enfant qui va grandir, qui va être séparé de sa mère, va voir cet ours et va vouloir chasser cet ours. Et à ce moment-là, Zeus vient, prend l'ours et la met dans la constellation qui sera le grand ours. Et l'enfant, l'homme, sera la représentation du petit ours. Vous voyez, il y a beaucoup de symbolisme derrière les histoires. Moi, je vous ai juste écrit et expliqué cette histoire mythologique. Maintenant, si on essaye d'expliquer l'histoire historique,
entre très grandes parenthèses, je fais un. Alors, après Jésus-Christ, il y avait un récit assez curieux. Un homme qui avait vu qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la vraie histoire. On y reviendra sur les épidémies aussi, parce qu'Artémis est aussi reconnu pour les épidémies. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait un sanctuaire d'Artémis, où ce que plusieurs prêtresses vénéraient cette Artémis et qui devait rester vierge jusqu'à la fin de leur vie. Il y a une de ces vierges, une de ces prêtresses, qui va tomber amoureux sur un homme. Ils vont demander à les parents pour se marier. Les parents vont refuser catégoriquement parce qu'elle est prêtresse, elle n'est pas dédiée à faire ce genre de choses, et ils vont faire quelque chose d'extrêmement dangereux, un vrai sacrilège. Ils vont rentrer dans le temple d'Artémis à l'intérieur et ils vont consommer l'amour. Alors double sacrilège parce qu'elle est prêtresse, elle devait rester vierge jusqu'à la fin de sa vie, et en plus dans le temple d'Artémis, donc c'est la catastrophe. Artémis, elle est hyper fâchée, donc elle décide de envoyer une épidémie sur les lieux, donc tous les lieux vont avoir une certaine épidémie, et elle va stériliser toutes les fleurs. Donc le peuple va demander à l'oracle qu'est-ce qu'il doit faire. Ils doivent sacrifier les deux amants, et chaque année, ils doivent sacrifier le plus beau et la plus belle du village pour que Artémis se calme et qu'il n'y a pas de choses comme des épidémies et des fleurs stériles qui reviennent de nouveau sur les lieux. Vous voyez que c'est quelqu'un de bien, mais en même temps de mal. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, à quoi elle sert cette Artémis? Première chose, elle sert à les gens qui sont non vierges, les filles qui sont vierges, devenir non vierges. Donc elle sert de ce passage. Oh oui, si vous n'avez pas averti Artémis, ça peut que vous perdez votre vie. Deuxième chose, c'est la déesse qui représente aussi, qui est là pour aider les femmes qui sont enceintes. Elle protège aussi les enfants, elle protège aussi les petits animaux qui sont très importants parce qu'autrement on ne peut pas manger les grands animaux. Donc c'est une protectrice, mais en même temps c'est une déesse qui peut être hyper cruelle. Et aussi, elle est celle qui va représenter des sanctuaires qui est juste à la limite de la police. C'est-à-dire, elle n'est pas souvent représentée dans les villes, elle est plutôt extra-urbaine parce qu'elle représente cette femme un peu sauvage qui est proche de la nature et tout ce genre de choses. Et elle protège la ville. Ça veut dire, une fois que vous sortez de la ville, vous êtes dans l'ère de Artémis, et ça devient donc hyper compliqué. Donc, ce qui est très important à savoir, c'est qu'elle est entre cette personne qui est proche de la chasse et cette personne qui peut être aussi un peu cruelle. Si on devrait la mettre dans un tableau, elle ferait partie de Poséidon et Zeus qui sont un peu les dieux tyranniques, et d'un autre côté elle ferait partie de Déméter et Dionys qui représentent le pain et le vin, et elle c'est le milieu de tous ces déesses. Donc maintenant, comment elle a évolué cette déesse? La première évolution est avec les Romains. Elle va être symbiosée avec Diane. Diane qui est la déesse de la lune. Donc on comprend pourquoi Artémis devient aussi la déesse de la lune, parce qu'ils vont se mettre ensemble. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Diane fait partie aussi des esclaves affranchis. Et là, on revient de nouveau à notre Cybèle, parce que Cybèle est toujours représentée avec le bonnet phrygien qui représente aussi les esclaves affranchis. Donc on voit qu'il y a plusieurs tendances qui rentrent un peu dans toutes les déesses et qu'ils ont 1 milliard de racines. En sachant que la déesse de la lune n'est pas Artémis à la base chez la mythologie grecque. Ils ont eux-mêmes une déesse qui s'appelle Sélène et qui est la personnification de la lune elle-même. Donc Diane va faire qu'elle va être évoluée, et donc du coup elle va encore une fois changer de statut. Nous continuons, après les Romains nous avons le Moyen-Âge. On dit que dans le Moyen-Âge elle va plus exister. C'est vrai et c'est faux. Moi je pense honnêtement que c'est Sainte Marguerite qui est celle qui a terrassé le dragon avec la ceinture, parce que vous voyez que Artémis et Diane ils ont toujours cette ceinture, et je pense que cette déesse est hyper importante, qui devient un saint parce qu'on va plus l'humaniser
Et donc, du coup, cette Sainte Marguerite, c'est aussi celle qui aide les femmes qui vont être accouchées, mais qui prend que les côtés bons de Diane. Donc, je pense que Diane est Sainte Marguerite. Ça, c'est une opinion personnelle. Et par après, vous allez la revoir dans la Renaissance. Elle est souvent représentée dans des tableaux comme Raphaël. Là, elle va être au summum de l'importance, où ce qu'elle est représentée sous un trône, l'Artémis d'Éphèse, où ce que vous avez un philosophe qui s'assit sur le trône, qui représente la domination de la nature. Vous allez avoir des statues, où ce que vous avez de l'eau qui jaillit des seins, qui représente la fertilité, etc., etc. Et c'est dans cette époque-là qu'on va connaître cette Diane qui est très important, ou cette Artémis, à vous de voir ce que vous voulez dire, Artémis ou Diane, que vous allez voir, que vous pouvez voir dans le Louvre, hein, qui est extrêmement connu, avec tous ses attributs, la biche, les flèches, avec une certaine beauté. Alors cette Diane est très importante parce qu'elle a été envoyée par Diane de Poitiers, qui était la maîtresse donc de Henri IV. Comme par hasard, elle s'appelait aussi Diane, lui a offert ça. On peut s'imaginer que Catherine de Médicis était très jalouse parce qu'elle représente quand même la pureté. Et je ne crois pas que Diane de Poitiers vraiment représente la pureté. Et elle a été d'abord mise au Louvre, et après au Louvre, on l'a remis elle était d'abord mise à Versailles, et puis on l'a remis au Louvre. Celle d'origine date normalement de 330 avant Jésus-Christ. Celle que vous voyez dans le Louvre, c'est de 2 après Jésus-Christ, avec plusieurs réparations, et qui a une tendance beaucoup plus romaine que celle d'origine qui était grecque, parce que vous savez que les Grecs souvent représentaient leur art en bronze, et les Romains ont fondu la bronze pour les utiliser comme des canons. Donc du coup souvent vous allez retrouver des représentations plutôt en pierre. Alors, une fois qu'on dépasse l'ère chrétienne et la Renaissance, nous allons tomber à ce qui est actuel. Alors, on a déjà une saga qui est sortie chez les Playmobil, où ce que vous avez toutes les représentations des dieux grecs, avec encore une fois Artémis qui est représentée avec ses flèches. Et par après, nous avons un film qui est très connu qui s'appelle Hunger Games. La Katniss représente vraiment, soyons très honnêtes, la Artémis, hein, pour plusieurs raisons. Elle est vierge, elle a 16 ans, elle se trouve dans une district où ce qu'elle est vraiment dans une district sauvage, où ce qu'elle protège les enfants. Dans l'arène, elle va protéger aussi un enfant. On peut même mélanger ça avec un autre mythe, avec le Minotaure par exemple. Vous savez que les 12 districts doivent donner une femme et un homme au Minotaure comme un genre de sacrifice, et on voit aussi certains districts qui vont partir d'eux-mêmes et certains ne veulent pas. On peut aussi voir le copain ou le frère de Artémis qui se trouve dans le même district, qui a les mêmes passions que Artémis, qui peut être vu comme son jumeau. Donc on voit plusieurs tendances de cette Artémis qui peut être la Katniss, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle en Hunger Games, qui représente donc cette Artémis. Voilà, c'est une petite vidéo sur Artémis. J'espère que vous avez adhéré. N'hésitez pas de mettre le petit pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. À la prochaine, et j'espère à très bientôt. Passez une excellente journée.